Nous retrouvons Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Jean-Marie Le Pen, je reviens un instant sur cette affaire du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers? Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Mais des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, elles sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Mais si je vous comprends bien, on ne peut pas être, si je tire la logique de ce que vous venez de dire, on ne peut pas être musulman et français, français et musulman. Si, on peut être français et musulman, mais je constate une chose, monsieur Séguillon, et vous allez la constater avec moi. Il y a eu des centaines de milliers de musulmans en métropole, et même peut-être plus d'1 million avant 1974. Ils étaient français à cette période. Et ne vous étonnez-vous pas que jamais il n'y a eu de revendication de construction de mosquées, jamais il n'y a eu de revendication de port du voile quand il s'agissait des musulmans français. Parce qu'ils étaient moins nombreux. Non, ces revendications sont les revendications de musulmans étrangers qui désirent maintenir et promouvoir chez nous leur forme religieuse et nationale de mode de vie. Et accepter ces formes religieuses et nationales, c'est une concession qui aboutirait forcément à un recul de nos droits, à un recul de nos chances. Mais alors, si on peut être, d'après ce que vous disiez, musulmans et français, il est normal que des musulmans veuillent pratiquer leur foi, donc avoir une mosquée. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi. Non, je ne le crois pas. D'abord parce que... On construit bien des cathédrales. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas des mosquées? Mais on ne construit pas de cathédrales en Arabie Saoudite, ni en Irak, ni en Iran. Excusez-moi, passez-moi ce proverbe paysan qui peut paraître peut-être un peu rustique pour le sujet, mais chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Alors, il y a un espace chrétien, les musulmans peuvent y venir, ils peuvent y pratiquer leur religion, disons, d'une façon discrète, parce que quand on est chez les autres, on se plie aux mœurs et aux coutumes. Comme l'a dit un autre
préopinant homme politique hier, quand je vais à la synagogue, je mets mon chapeau, quand je vais dans une mosquée, j'enlève mes chaussures, eh bien, quand je viens à l'école chez les Français, eh bien, j'enlève mon voile. Mais quand il y a 3 millions de musulmans, ils ne peuvent pas avoir des mosquées. Mais même serait-il... Dans une grande ville comme Lyon, par exemple. Mais c'est bien ce que je vous dis, moi je pense qu'il ne faut pas qu'il soit 3 millions de musulmans. C'est pour ça que je pense qu'il faut organiser... Mais non, mais ils sont là pour la plupart comme étrangers encore pour l'instant. Et tant qu'ils sont étrangers, nous conservons le droit de leur demander de rentrer chez eux et de les aider à rentrer chez eux, de les aider à se réimplanter chez eux, vivre et travailler au pays. Rappelez-vous le beau slogan de 1968. Eh bien, il demeure valable, car je crois que s'il y a ici des gens qui ont le droit à voir leurs mœurs, leurs coutumes, leurs lois, leurs intérêts protégés, ce sont en priorité les Français. C'est eux qui sont chez eux ici, et je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays qui n'aurait pas le droit de défendre ses intérêts nationaux. Alors, autre précision, l'internationale juive, c'est qui ? C'est, écoutez, les internationales juives, il y en a plusieurs. Il y a le Congrès juif mondial, il y a le Fonds mondial juif. Que vous visez. Il y a des organisations qui sont diasporéiques, si vous voulez, qui ont par nature une vocation, une volonté internationale, et par là même ne partagent pas les mêmes intérêts que les gens qui, en Allemagne, en France ou en Israël, défendent des intérêts nationaux. Mais j'ai bien précisé, ce qui n'a été relevé par aucun organe de presse, qu'il ne s'agissait ni de tous les maçons, ni de tous les juifs, ni de toutes les organisations juives ou maçonniques. Mais si vous avez... Que celles qui se reconnaissent, après tout, prennent ça pour elles. Il y a un lobby juif en France ? Je ne sais pas s'il y a un lobby juif, mais en tout cas, il y a des réactions qui semblent quand même relativement orchestrées. Que ce soit délibérément ou par sympathie naturelle, on peut constater que quand il y a des campagnes, moi j'ai été l'objet de campagnes, et de toute évidence, on voit les gens qui ont une sensibilité liée à l'établissement juif, ont, à mon égard, brusquement et sans qu'ils soient visés eux-mêmes, une attitude d'hostilité systématique. Je le constate et le déplore. Vous ne l'avez pas un peu provoqué ? Je ne le crois pas. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse me mériter l'accusation d'antisémitisme. Mais d'un autre côté, je n'accepte pas non plus qu'il y ait des citoyens qui n'aient pas les mêmes droits que moi, qui auraient des droits supérieurs à moi, auxquels je devrais une déférence particulière. Moi, je n'ai aucun complexe, je suis un Français respectueux de tous les autres Français quand ils sont eux-mêmes respectueux de mes droits et respectueux du droit. Alors, dernière menace que vous évoquiez tout à l'heure, je vais l'appeler l'internationale communiste, qui est en voie de dépérissement aujourd'hui. Alors, premièrement, quel est votre diagnostic rapidement, parce que le temps passe, et deuxièmement, est-ce qu'il faut aider ces populations ou au contraire laisser se faire cette dégradation ? Bon, il se passe quelque chose à l'Est, ça c'est sûr. Ça a l'apparence d'une débâcle de banquise. On voit progressivement s'écrouler un certain nombre de structures et on annonce des phénomènes d'une bien plus grande importance. Mais je constate que l'Union soviétique n'a pas diminué d'un iota sa force militaire, la principale force militaire du monde. Je constate que, vous savez que les troupes du KGB, et Gorbatchev est un homme du KGB, comptent 350 000 hommes, ce sont les gardes frontières. Je constate que le MVD, c'est-à-dire ce qui correspond à nos CRS, à notre police, vient de passer de 350 000 à 700 000 hommes. Et je me demande si M. Gorbatchev ou son successeur n'est pas en train de se préparer à siffler la fin de la récréation. Car le matraquage des manifestants de Moscou de ce soir est peut-être là un signe délibéré, un avertissement du pouvoir soviétique qu'il ne faudrait pas aller trop loin dans la revendication de la démocratie. Assez de démocratie pour désarmer l'Occident, mais pas trop tout de même, car il ne faut pas écarteler l'Empire, il ne faut pas désintégrer le communisme, il faut lui permettre de recevoir l'appoint des finances de l'Occident, il faut lui permettre de faire sa mutation, de tenter sa mutation économique et sociale, mais je ne crois pas du tout que les soviétiques soient décidés à abandonner leur volonté de puissance et d'hégémonie dans le monde. Croire cela, ce serait être naïf.
et criminelle. Donc il ne faut pas, je prends l'exemple de ce qui s'est passé pour la Pologne, l'aide de 4 milliards, justifiée ou pas? Je crois qu'il ne faut en tous les cas n'accorder cette aide que quand des mesures de désarmement effectives ont été prises, car je ne voudrais pas fournir aux soviétiques ou aux gens de l'Est du beurre pendant qu'ils fabriqueraient des canons. Et d'ailleurs, je constate que les bonnes volontés de l'Occident sont toujours, ou presque toujours, vides de substance, puisque nous avions, paraît-il, des stocks énormes de produits alimentaires. Et au moment, on les a tellement réduits et on a tellement détruit notre agriculture qu'au moment où nous pourrions jouer de façon pacifique de l'arme alimentaire, en particulier en apportant à ces malheureuses populations le minimum vital que 70 ans de communisme ont été incapables de leur procurer, eh bien on regarde les stocks, il n'y a plus rien. Alors autrement dit, nous allons être obligés d'acheter sur le marché international des produits agricoles pour les donner au monde soviétique. Vous avouerez que c'est une aberration. C'est bien d'ailleurs ce qui est naturel dans un système bureaucratique et socialiste tel que celui qui fonctionne à Bruxelles sous le nom de Commission européenne et sous la direction de M. Delors.